Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Vous êtes dans le livre audio de George Sand, Histoire de ma vie, et on est dans la 3e partie, épisode 6. Bonne écoute. Vers minuit, ma grand-mère commençait pourtant à s'inquiéter, sans en rien dire à Deschartres, avec qui elle prolongeait sa partie de piquet, voulant embrasser son fils avant de s'endormir. Enfin, minuit sonna, et elle était retirée dans sa chambre lorsqu'il lui sembla entendre dans la maison un mouvement inusité. On agissait avec précaution pourtant, et Deschartres, appelé par Saint-Jean, était sorti avec le moins de bruit possible. Mais quelques portes ouvertes, un certain embarras de la femme de chambre qui avait vu appeler Deschartres sans savoir de quoi il s'agissait, mais qui, à la physionomie de Saint-Jean, avait pressenti quelque chose de grave, et, plus que tout cela, l'inquiétude déjà éprouvée, précipitèrent l'épouvante de ma grand-mère. La nuit était sombre et pluvieuse, et j'ai déjà dit que ma grand-mère, quoique d'une belle et forte organisation, soit par faiblesse naturelle des jambes, soit par mollesse excessive dans sa première éducation, n'avait jamais pu marcher. Quand elle avait fait lentement le tour de son jardin, elle était accablée pour tout le jour. Elle n'avait marché qu'une fois en sa vie, pour aller surprendre son fils à Passy en sortant de prison. Elle marcha pour la seconde fois le 17 septembre 1808. Ce fut pour aller relever son cadavre à 1 lieue de la maison, à l'entrée de la Châtre. Elle partit seule, en petits souliers de prunelle, sans châle, comme elle se trouvait en ce moment-là. Comme il s'était passé un peu de temps avant qu'elle surprît dans la maison l'agitation qui l'avait avertie, Deschartres était arrivé avant elle. Il était déjà auprès de mon pauvre père, il avait déjà constaté la mort. Voici comment ce funeste accident était arrivé. Au sortir de la ville, 100 pas après le pont qui en marque l'entrée, la route fait un angle. En cet endroit, au pied du 13e peuplier, on avait laissé ce jour-là un monceau de pierres et de gravats. Mon père avait pris le galop en quittant le pont, et il montait le fatal Léopardo. Weber, à cheval aussi, le suivait à 10 pas en arrière. Au détour de la route, le cheval de mon père heurta le tas de pierres dans l'obscurité. Il ne s'abattit pas, mais effrayé et stimulé sans doute par l'éperon, il se releva par un mouvement d'une telle violence que le cavalier fut enlevé et alla tomber à 10 pieds en arrière. Weber n'entendit que ces mots. « À moi, Weber ! Je suis mort !» Il trouva son maître, étendu sur le dos. Il n'avait aucune blessure apparente, mais il s'était rompu les vertèbres du cou, il n'existait plus. Je crois qu'on le porta dans l'auberge voisine et que des secours lui vinrent promptement de la ville pendant que Weber, en proie à une inexprimable terreur, était venu au galop chercher Deschartres. Il n'était plus temps, mon père n'avait pas eu le temps de souffrir. Il n'avait eu que celui de se rendre compte de la mort subite et implacable qui venait le saisir au moment où sa carrière militaire s'ouvrait enfin devant lui, brillante et sans obstacle, où, après une lutte de 8 années, ma mère, sa femme et ses enfants enfin acceptés les uns par les autres et réunis sous le même toit, le combat terrible et douloureux de ses affections allait cesser et lui permettre d'être heureux. Au lieu fatal, terme de sa course désespérée, ma pauvre grand-mère tomba comme suffoquée sur le corps de son fils. Saint-Jean s'était hâté de mettre les chevaux à la berline, et il arriva pour y placer Deschartres, le cadavre et ma grand-mère, qui ne voulut pas s'en séparer. C'est Deschartres qui m'a raconté dans la suite cette nuit de désespoir dont ma grand-mère n'a jamais pu parler. Il m'a dit que tout ce que l'âme humaine peut souffrir sans se briser, il l'avait souffert durant ce trajet où la pauvre mère, pâmée sur le corps de son fils, ne faisait entendre qu'un râle semblable à celui de l'agonie. Je ne sais point ce qui se passa jusqu'au moment où ma mère apprit cette effroyable nouvelle. Il était 6 heures du matin et j'étais déjà levé. Ma mère s'habillait, elle avait une jupe et une camisole blanche, et elle se peignait. Je la vois encore, au moment où Deschartres entra chez elle, sans frapper, la figure si pâle et si bouleversée, que ma mère comprit tout de suite. « Maurice !» s'écria-t-elle. « Où est Maurice ?» Deschartres ne pleurait pas.
Il avait les dents serrées, il ne pouvait prononcer que des paroles entrecoupées. « Il est tombé. Non, n'y allez pas, restez ici. Pensez à votre fille. Oui, c'est grave, très grave. » Et enfin, faisant un effort qui pouvait ressembler à une cruauté brutale, mais qui était tout à fait indépendant de la réflexion, il lui dit avec un accent que je n'oublierai de ma vie. « Il est mort. » Puis, il eut comme une espèce de rire convulsif, s'assit et fondit en larmes. Je vois encore dans quel endroit de la chambre nous étions. C'est celle que j'habite encore et dans laquelle j'écris le récit de cette lamentable histoire. Ma mère tomba sur une chaise derrière le lit. Je vois sa figure livide, ses grands cheveux noirs épars sur sa poitrine, ses bras nus que je couvrais de baisers. J'entends ses cris déchirants. Elle était sourde aux miens et ne sentait pas mes caresses. Deschartres lui dit « Voyez donc cet enfant et vivez pour elle. » Je ne sais plus ce qui se passa. Sans doute les cris et les larmes m'eurent bientôt brisé. L'enfance n'a pas la force de souffrir. L'excès de la douleur et de l'épouvante m'anéantit et m'ôta le sentiment de ce qui se passait autour de moi. Je ne retrouve le souvenir qu'à dater de plusieurs jours après, lorsqu'on me mit des habits de deuil. Ce noir me fit une impression très vive. Je pleurais pour m'y soumettre. J'avais porté cependant la robe et le voile noir des Espagnols. Mais sans doute, je n'avais jamais eu de bas noirs, car ces bas me causèrent une grande terreur. Je prétendis qu'on me mettait des jambes de mort, et il fallut que ma mère me montrât qu'elle en avait aussi. Je vis le même jour ma grand-mère, Deschartres, Hippolyte et toute la maison en deuil. Il fallut qu'on m'expliquât que c'était à cause de la mort de mon père, et je dis alors à ma mère une parole qui lui fit beaucoup de mal. « Mon papa, lui dis-je, est donc encore mort aujourd'hui ?» J'avais pourtant compris la mort, mais apparemment je ne la croyais pas éternelle. Je ne pouvais me faire l'idée d'une séparation absolue et je reprenais peu à peu mes jeux et ma gaieté avec l'insouciance de mon âge. De temps en temps, voyant ma mère pleurer à la dérobée, je m'interrompais pour lui dire de ces naïvetés qui la brisaient. « Mais quand mon papa aura fini d'être mort, il reviendra bien te voir. » La pauvre femme ne voulait pas me détromper complètement. Elle me disait seulement que nous resterions bien longtemps comme cela à l'attendre, et elle défendait aux domestiques de me rien expliquer. Elle avait au plus haut point le respect de l'enfance, que l'on met trop de côté dans des éducations plus complètes et plus savantes. Cependant, la maison était plongée dans une morne tristesse, et le village aussi, car personne n'avait connu mon père sans l'aimer. Sa mort répandit une véritable consternation dans le pays, et les gens même qui ne le connaissaient que de vue furent vivement affectés de cette catastrophe. Hippolyte fut très ébranlé par un spectacle qu'on ne lui avait pas dérobé avec autant de soin qu'on l'avait fait pour moi. Il avait déjà 9 ans, et il ne savait pas encore que mon père était le sien. Il eut beaucoup de chagrin, mais à son chagrin, l'image de la mort mêla une sorte de terreur, et il ne faisait que pleurer et crier la nuit. Les domestiques, confondant leur superstition et leur regret, prétendaient avoir vu mon père se promener dans la maison après sa mort. La vieille femme de Saint-Jean affirmait avec serment l'avoir vu à minuit traverser le corridor et descendre l'escalier. Il avait son grand uniforme, disait-elle, et il marchait lentement sans paraître voir personne. Il avait passé auprès d'elle sans la regarder et sans lui parler. Un autre l'avait vu dans l'antichambre de l'appartement de ma mère. C'était alors une grande salle nue, destinée à un billard, et où il n'y avait qu'une table et quelques chaises. En traversant cette pièce le soir, une servante l'avait vu assis, les coudes appuyés sur la table et la tête dans ses mains. Il est certain que quelque voleur domestique profita ou essaya de profiter des terreurs de nos gens, car un fantôme blanc erra dans la cour pendant plusieurs nuits. Hippolyte le vit et en fut malade de peur. Deschartres le vit aussi et le menaça d'un coup de fusil. Il ne revint plus. Heureusement pour moi, je fus assez bien surveillé pour ne pas entendre ces sottises, et la mort ne se présenta pas encore à moi sous l'aspect hideux que les imaginations superstitieuses lui ont donné. Ma grand-mère me sépara pendant quelques jours d'Hippolyte, qui perdait la tête et qui d'ailleurs était pour moi un camarade un peu trop impétueux.
Mais elle s'inquiéta bientôt de me voir trop seule et de l'espèce de satisfaction passive avec laquelle je me tenais tranquille sous ses yeux et plongée dans des rêveries qui étaient pourtant une nécessité de mon organisation et qu'elle ne s'expliquait pas. Il paraît que je restais des heures entières assise sur un tabouret au pied de ma mère ou au sien, ne disant mot, les bras pendants, les yeux fixes, la bouche entr'ouverte, et que je paraissais idiote par moments. Je l'ai toujours vue ainsi, disait ma mère, c'est sa nature. Ce n'est pas bêtise, soyez sûr qu'elle rumine toujours quelque chose. Autrefois, elle parlait tout haut en rêvassant, à présent elle ne dit plus rien, mais, comme disait son pauvre père, elle n'en pense pas moins. C'est probable, répondait ma grand-mère, mais il n'est pas bon pour les enfants de tant rêver. J'ai vu aussi son père enfant, tomber dans des espèces d'extase, et après cela, il a eu une maladie de langueur. Il faut que cette petite soit distraite et secouée malgré elle. Nos chagrins la feront mourir si on y prend garde. Elle les ressent, bien qu'elle ne les comprenne pas. Ma fille, il faut vous distraire aussi. Ne fût-ce que physiquement, vous êtes naturellement robuste. L'exercice vous est nécessaire. Il faut reprendre votre travail de jardinage. L'enfant y reprendra goût avec vous. Ma mère obéit, mais sans doute elle ne put pas d'abord y mettre beaucoup de suite. À force de pleurer, elle avait dès lors contracté d'effroyables douleurs de tête, qu'elle a conservées pendant plus de 20 ans et qui, presque toutes les semaines, la forçaient à se coucher pendant 24 heures. Il faut que je dise ici, pour ne pas l'oublier, une chose qui me revient et que je tiens à dire, parce qu'on en a fait contre ma mère un sujet d'accusation qui est resté jusqu'à ce jour dans l'esprit de plusieurs personnes. Il paraît que le jour de la mort de mon père, ma mère s'est écriée « Et moi qui étais jalouse ! À présent, je ne le serai donc plus. » Cette parole était profonde dans sa douleur. Elle exprimait un regret amer du temps où elle se livrait à des peines chimériques et une comparaison avec le malheur réel qui lui apportait une si horrible guérison. Soit Deschartres, qui jamais ne put se réconcilier franchement avec elle, soit quelque domestique mal intentionné, cette parole fut répétée et dénaturée. Ma mère aurait dit avec un accent de satisfaction monstrueuse « Enfin, je ne serai donc plus jalouse !» Cela est si absurde, pris dans une pareille acception et dans un genre de désespoir si violent que je ne comprends pas que des gens d'esprit aient pu s'y tromper. Il n'y a pourtant pas longtemps que M. de Vitrolles, ancien ami de mon père et l'homme le plus homme de l'ancien parti légitimiste, le racontait dans ce sens à un de mes amis. J'en demande pardon à M. de Vitrolles, mais on l'a indignement trompé, et la conscience humaine se révolte contre de pareilles interprétations. J'ai vu le désespoir de ma mère, et ces scènes-là ne s'oublient point. Je reviens à moi après cette digression. Ma grand-mère, s'inquiétant toujours de mon isolement, me chercha une compagne de mon âge. Mademoiselle Julie, sa femme de chambre, lui proposa d'amener sa nièce, qui n'avait que 6 mois de plus que moi. Et bientôt, la petite Ursule fut habillée de deuil et amenée à Nohant. Elle y a passé plusieurs années avec moi. Ensuite, elle a été mise en apprentissage. Elle est venue pendant quelque temps tenir ma maison, après mon mariage, et puis elle s'est mariée elle-même et a toujours habité la Châtre. Nous ne nous sommes donc jamais perdus de vue, et notre amitié, toujours plus éprouvée par l'âge, a maintenant 40 ans de date. C'est quelque chose. Nous restâmes 2 ou 3 ans à Nohant, sans que ma grand-mère songeât à retourner à Paris, et sans que ma mère pût se décider à ce qu'on désirait d'elle. Ma grand-mère voulait que mon éducation lui fût entièrement confiée et que je ne la quittasse plus. Ma mère ne pouvait abandonner Caroline, qui était en pension, à la vérité, mais qui bientôt devait avoir besoin qu'elle s'en occupât d'une manière suivie, et elle ne pouvait se résoudre à se séparer définitivement de l'une ou de l'autre de ses filles. Mon oncle de Beaumont vint passer un été à Nohant pour aider ma mère à prendre cette résolution, qu'il jugeait nécessaire au bonheur de ma grand-mère et au mien car, tout compte fait, et même ma grand-mère augmentant le plus possible l'existence à laquelle ma mère pouvait prétendre, il ne restait à celle-ci que 2500 livres de rente, et ce n'était pas de quoi donner une brillante éducation à ses 2 enfants. Ma grand-mère s'attachait à moi chaque jour davantage, non pas sans doute à cause de mon petit caractère qui était encore passablement quinteux à cette époque, mais à cause de ma ressemblance frappante avec mon père. Ma voix, mes traits, mes manières, mes goûts, tout en moi lui rappelait son fils enfant,
à tel point qu'elle se faisait quelquefois, en me regardant jouer, une sorte d'illusion, et que souvent, elle m'appelait Maurice et disait « mon fils » en parlant de moi. Elle tenait beaucoup à développer mon intelligence, dont elle se faisait une haute idée. Je ne sais pourquoi, je comprenais tout ce qu'elle me disait et m'enseignait. Mais elle le disait si clairement et si bien que ce n'était pas merveille. J'annonçais aussi des dispositions musicales qui n'ont jamais été suffisamment développées, mais qui la charmaient. Parce qu'elle lui rappelait l'enfance de mon père, et elle recommençait la jeunesse de sa maternité en me donnant des leçons. J'ai souvent entendu ma mère soulever devant moi ce problème. Mon enfant sera-t-elle plus heureuse ici qu'avec moi ? Je ne sais rien, c'est vrai, et je n'aurai pas le moyen de lui en faire apprendre bien long. L'héritage de son père peut être amoindri si sa grand-mère se désaffectionne en ne la voyant pas sans cesse, mais l'argent et les talents font-ils le bonheur ? Je comprenais déjà ce raisonnement, et quand elle parlait de mon avenir avec mon oncle de Beaumont, qui la pressait vivement de céder, j'écoutais de toutes mes oreilles sans en avoir l'air. Il en résulta pour moi un grand mépris pour l'argent, avant que je susse ce que je pouvais être, et une sorte de terreur vague de la richesse dont j'étais menacé. Cette richesse n'était pas grand-chose, car, tout honnête, ce devait être un jour environ 12 000 francs de rente, mais relativement, c'était beaucoup, et cela me faisait grand peur, étant lié à l'idée de me séparer de ma mère. Aussi, dès que j'étais seul avec elle, je la couvrais de caresses, en la suppliant de ne pas me donner pour de l'argent à ma grand-mère. J'aimais pourtant cette bonne maman, si douce, qui ne me parlait que pour me dire des choses tendres, mais cela ne pouvait se comparer à l'amour passionné que je commençais à ressentir pour ma mère, et qui a dominé ma vie, jusqu'à une époque où des circonstances plus fortes que moi m'ont fait hésiter entre ces deux mères, jalouses l'une de l'autre à propos de moi, comme elles l'avaient été à propos de mon père. Oui, je dois l'avouer, un temps est venu où, placé dans une situation anormale entre ces deux affections qui, de leur nature, ne se combattent point, j'ai été tour à tour victime de la sensibilité de ces deux femmes et de la mienne propre, trop peu ménagée par elles. Je raconterai ces choses comme elles se sont accomplies, mais dans leur ordre, et je veux tâcher de commencer par le commencement. Jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au voyage en Espagne, j'avais chéri ma mère instinctivement et sans le savoir. Ainsi que je l'ai dit, je ne m'étais rendu compte d'aucune affection. J'avais vécu comme vivent les petits-enfants et comme vivent les peuples primitifs, par l'imagination. La vie du sentiment s'était éveillée en moi à la naissance de mon petit frère aveugle, en voyant souffrir ma mère. Son désespoir à la mort de mon père m'avait développé davantage dans ce sens, et je commençais à me sentir subjugué par cette affection, quand l'idée d'une séparation vint me surprendre au milieu de mon âge d'or. D'abord, je dois dire comment vivaient ensemble ma mère et ma grand-mère, ces deux femmes aussi différentes par leur organisation qu'elles l'étaient par leur éducation et leurs habitudes. C'étaient vraiment les deux types extrêmes de notre sexe. L'une blanche, blonde, grave, calme et digne dans ses manières, une véritable saxonne de noble race, aux grands airs pleins d'aisance et de bonté protectrice. L'autre brune, pâle, ardente, gauche et timide devant les gens du beau monde, mais toujours prête à éclater quand l'orage grondait trop fort au-dedans. Une nature d'Espagnole, jalouse, passionnée, colère et faible, méchante et bonne en même temps. Ce n'était pas sans une mortelle répugnance que ces deux êtres si opposés par nature et par situation s'étaient acceptés l'une et l'autre, et pendant la vie de mon père, elle s'était trop disputé son cœur pour ne pas se haïr un peu. Après sa mort, la douleur les rapprocha, et l'effort qu'elles avaient fait pour s'aimer porta ses fruits. Ma grand-mère ne pouvait comprendre les vives passions et les violents instincts, mais elle était sensible à la grâce, à l'intelligence et aux élans sincères du cœur. Ma mère avait tout cela, et ma grand-mère l'observait souvent avec une sorte de curiosité, se demandant pourquoi mon père l'avait tant aimée. Elle découvrit bientôt à Nohant ce qu'il y avait de puissance et d'attrait dans cette nature inculte. Ma mère était une grande artiste manquée, faute de développement. Je ne sais à quoi elle lui était propre spécialement, mais elle avait pour tous les arts et pour tous les métiers une aptitude merveilleuse.
Elle n'avait rien appris, elle ne savait rien. Ma grand-mère lui reprocha son orthographe barbare et lui dit qu'il ne tiendrait qu'à elle de la corriger. Elle se mit non à apprendre la grammaire, il n'était plus temps, mais à lire avec attention. Et peu après, elle écrivait presque correctement et dans un style si naïf et si joli que ma grand-mère, qui s'y connaissait, admirait ses lettres. Elle ne connaissait seulement pas les notes, mais elle avait une voix ravissante, d'une légèreté et d'une fraîcheur incomparables, et ma grand-mère se plaisait à l'entendre chanter, toute grande musicienne qu'elle était. Elle remarquait le goût et la méthode naturelle de son chant, puis, à Nohant, ne sachant comment remplir ses longues journées, ma mère se mit à dessiner, elle qui n'avait jamais touché un crayon. Elle le fit d'instinct, comme tout ce qu'elle faisait, et après avoir copié très adroitement plusieurs gravures, elle se mit à faire des portraits à la plume et à la gouache, qui étaient ressemblants et dont la naïveté avait toujours du charme et de la grâce. Elle brodait un peu gros, mais avec une rapidité si incroyable qu'elle fit à ma grand-mère, en peu de jours, une robe de percale brodée tout entière, du haut en bas, comme on en portait alors. Elle faisait toutes nos robes et tous nos chapeaux, ce qui n'était pas merveille puisqu'elle avait été longtemps modiste, mais s'était inventée et exécutée avec une promptitude, un goût et une fraîcheur incomparables. Ce qu'elle avait entrepris le matin, il fallait que ce fût prêt pour le lendemain. Eût-elle dû y passer la nuit, et elle portait dans les moindres choses une ardeur et une puissance d'attention qui paraissaient merveilleuses à ma grand-mère, un peu nonchalante d'esprit et maladroite de ses mains, comme l'étaient alors les grandes dames. Ma mère savonnait, elle repassait, elle raccommodait toutes nos nippes elle-même avec plus de prestesse et d'habileté que la meilleure ouvrière de profession. Jamais je ne lui ai vu faire d'ouvrages inutiles et dispendieux comme ceux que font les dames riches. Elle ne faisait ni petites bourses, ni petits écrans, ni aucun de ces brimborions qui coûtent plus cher quand on les fait soi-même, qu'on ne les payerait tout fait chez un marchand, mais pour une maison qui avait besoin d'économie, elle valait 10 ouvrières à elle seule. Et puis elle était toujours prête à entreprendre toute chose. Ma grand-mère avait-elle cassé sa boîte à ouvrage, ma mère s'enfermait une journée dans sa chambre, et à dîner, elle lui apportait une boîte en cartonnage, coupée, collée, doublée et confectionnée par elle de tout point. Et il se trouvait que c'était un petit chef-d'œuvre de goût. Il en était de tout ainsi. Si le clavecin était dérangé, sans connaître ni le mécanisme ni la tablature, elle remettait des cordes, elle recollait des touches, elle rétablissait l'accord. Elle osait tout et réussissait à tout. Elle eût fait des souliers, des meubles, des serrures s'il l'avait fallu. Ma grand-mère disait que c'était une fée, et il y avait quelque chose de cela. Aucun travail, aucune entreprise ne lui semblait ni trop poétique, ni trop vulgaire, ni trop pénible, ni trop fastidieuse. Seulement, elle avait horreur des choses qui ne servent à rien, et disait tout bas que c'était des amusements de vieilles comtesses. C'était donc une organisation magnifique. Elle avait tant d'esprit naturel que, quand elle n'était pas paralysée par sa timidité, qui était extrême avec certaines gens, elle en était étincelante. Jamais je n'ai entendu railler et critiquer comme elle savait le faire, et il ne faisait pas bon de lui avoir déplu. Quand elle était bien à son aise, c'était le langage incisif, comique et pittoresque de l'enfant de Paris, auquel rien ne peut être comparé chez aucun peuple du monde. Et au milieu de tout cela, il y avait des éclairs de poésie, des choses senties et dites comme on ne les dit plus, quand on s'en rend compte et qu'on sait les dire. Elle n'avait aucune vanité de son intelligence, et ne s'en doutait même pas. Elle était sûre de sa beauté, sans en être fière, et disait naïvement qu'elle n'avait jamais été jalouse de celle des autres, se trouvant assez bien partagée sous ce rapport-là. Mais ce qui la tourmentait, par rapport à mon père, c'était la supériorité d'intelligence et d'éducation qu'elle supposait aux femmes du monde. Cela prouve combien elle était modeste, naturellement, car les 19/20 des femmes que j'ai connues dans toutes les positions sociales étaient de véritables idiotes auprès d'elle. J'en ai vu qui la regardaient par-dessus l'épaule et qui, en la voyant réservée et craintive, s'imaginaient qu'elle avait honte de sa sottise et de sa nullité. Mais qu'elles eussent essayé de piquer l'épiderme, le volcan eût fait éruption et les eût lancées un peu loin. Avec tout cela,
il faut bien le dire. C'était la personne la plus difficile à manier qu'il y eût au monde. J'en étais venu à bout dans ces dernières années, mais ce n'était pas sans peine et sans souffrance. Elle était irascible au dernier point, et pour la calmer, il fallait feindre d'être irritée. La douceur et la patience l'exaspéraient, le silence la rendait folle, et c'est pour l'avoir trop respectée que je l'ai trouvée longtemps injuste avec moi. Il ne me fut jamais possible de m'emporter avec elle. Ses colères m'affligeaient sans trop m'offenser, je voyais en elle un enfant terrible qui se dévorait lui-même, et je souffrais trop du mal qu'elle se faisait pour m'occuper de celui qu'elle croyait me faire. Mais je pris sur moi de lui parler avec une certaine sévérité, et son âme, qui avait été si tendre, pour moi dans mon enfance, se laissa enfin vaincre et persuader. J'ai bien souffert pour en arriver là, mais ce n'est pas encore ici le moment de le dire. Il faut pourtant la peindre tout entière, cette femme qui n'a pas été connue, et l'on ne comprendrait pas le mélange de sympathie et de répulsion, de confiance et d'effroi qu'elle inspira toujours à ma grand-mère, et à moi longtemps, si je ne disais toutes les forces et toutes les faiblesses de son âme. Elle était pleine de contrastes, c'est pour cela qu'elle a été beaucoup aimée et beaucoup haïe. C'est pour cela qu'elle a beaucoup aimé et beaucoup haï elle-même. À certains égards, j'ai beaucoup d'elle, mais en moins bon et en moins rude. Je suis une empreinte très affaiblie par la nature, ou très modifiée par l'éducation. Je ne suis capable ni de ses rancunes, ni de ses éclats, mais quand du mauvais mouvement je reviens au bon, je n'ai pas le même mérite, parce que mon dépit n'a jamais été de la fureur, et mon éloignement jamais de la haine. Pour passer ainsi d'une passion extrême à une autre, pour adorer ce qu'on vient de maudire et caresser ce qu'on a brisé, il faut une rare puissance. J'ai vu 100 fois ma mère outragée jusqu'au sang, et puis tout à coup, reconnaître qu'elle allait trop loin, fondre en larmes et relever jusqu'à l'adoration ce qu'elle avait injustement foulé aux pieds. Avare pour elle-même, elle était prodigue pour les autres. Elle lésinait sur des riens, et puis tout à coup, elle craignait d'avoir mal agi et donné trop. Elle avait d'admirables naïvetés. Lorsqu'elle était en train de médire de ses ennemis, si Pierret, pour user vite son dépit, ou tout bonnement parce qu'il voyait par ses yeux, enchérissait sur ses malédictions, elle changeait tout à coup. « Pas du tout, Pierret, disait-elle, vous déraisonnez. Vous ne vous apercevez pas que je suis en colère, que je dis des choses qui ne sont pas justes et que dans un instant, je serai désolée d'avoir dites. » Cela est arrivé bien souvent, à propos de moi. Si elle croyait avoir à s'en plaindre, elle éclatait en reproches terribles, et j'ose le dire, fort peu mérités. Pierret, ou quelque autre, voulait-il qu'elle eût raison ? « Vous en avez menti, s'écria-t-elle. Ma fille est excellente, je ne connais rien de meilleur qu'elle, et vous aurez beau faire, je l'aimerai plus que vous. » Elle était rusée, comme un renard, et tout à coup, naïve comme un enfant. Elle mentait sans le savoir de la meilleure foi du monde. Son imagination et l'ardeur de son sang l'emportant toujours, elle vous accusait des plus incroyables méfaits, et puis tout à coup s'arrêtait et disait « Mais ce n'est pas vrai, ce que je dis là, non, il n'y a pas un mot de vrai, je l'ai rêvé. » Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!